cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes heureux d'être sur ESAE Télévision et c'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Ce lundi, comme les précédents lundis, nous allons disséquer l'actualité internationale. Nous irons au Nigeria, en Allemagne et nous allons terminer par Israël. Pour ça, je reçois pour vous Joël Ataï-Guédégbé, expert en gouvernance. Bonsoir Joël. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? Ça va, c'est vrai. Également avec moi cet après-midi, Martial Akwete, analyste géopolitique. Bonsoir Martial. Bonsoir, Martial. Comment ça va? Ça va très bien. Juste à côté de Martial, il n'est plus à présenter. Il s'agit de Morgane Asogba Tondi, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. L'actualité est riche de chez riche. Très riche. Alors, nous allons démarrer par le Nigeria, coopération Abuja-New Delhi. Première visite stratégique du Premier ministre indien du côté d'Abuja en route pour le G20. Le Premier ministre indien a fait une escale du côté d'Abuja, Joël. Il n'y a que les grands pour traiter à ce niveau. Et donc le Nigeria ne pouvait pas s'en priver. Et encore moins l'Inde qui a une diplomatie avec un multi-alignement bien établi désormais. Donc il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand pour l'Inde. Tant que ça lui permet de diversifier et d'entretenir une diplomatie vivante, pourquoi pas. Je crois aussi que quelque part c'est une manière pour l'Inde d'aplanir les divergences avec le Nigeria s'agissant de l'importation du riz asiatique, particulièrement du riz indien, qui transite notamment par le Bénin, et riz à propos duquel, quelque part, il y a eu la fermeture unilatérale des frontières par l'ancien président Boari, au lendemain, beaucoup ne l'ont pas noté à l'époque, mais au lendemain de la visite du président indien au Bénin, qui avait concédé à l'Inde des échanges assez fournis, mais qui menaçaient l'économie nigériane. Alors, je pense que les choses rentrent dans l'ordre désormais. Alors Morgane, avant la venue du Premier ministre indien au niveau d'Abuja, on se rappelle qu'au départ, les relations étaient très chaleureuses. Après, il y a eu un calme plat. Et là, nous assistons à un réveil soudain de l'Inde vis-à-vis du géant d'Afrique. Alors, comment vous expliquer ce réveil soudain? Ce réveil n'est pas aussi soudain qu'on peut le dire. C'est un réveil stratégique et qui s'impose à l'Inde et à toutes les autres grandes puissances, parce que le Nigeria, que ce soit sur le plan sous-régional, occupe une place de choix dans les institutions comme la CEDEAO et aussi une place de choix au niveau de l'Afrique en général lorsqu'on parle de cette zone de libre-échange qui est en gestation et qui va constituer un élément assez fertile de la dynamique économique en Afrique. Mieux, il faut dire que le Nigeria ne fait pas partie des BRICS. Et l'Inde fait partie des BRICS. Et donc, s'il y a un acteur majeur de l'Afrique qui mérite d'être convaincu encore et qui ne fait pas partie déjà de ce groupe économique qui est constitué de l'autre côté des BRICS, c'est bel et bien le Nigeria. Donc, c'est un mouvement ou une décision assez constructive dans le sens de la diplomatie et de l'amélioration des relations économiques, mais surtout dans le sens de cette compétition économique qu'on constate déjà, qui n'est pas encore effective, mais qu'on constate entre l'Inde et la Chine, parce que l'Inde ambitionne
tout comme la Chine, à prendre les devants en matière d'économie et on a constaté que l'Inde a fait des prouesses ces dernières années et n'est pas aussi très très loin que ça de la Chine et des États-Unis. Alors, on se rappelle que lors de sa réélection en 2024, en juin là précisément, le Premier ministre indien avait déjà quand même annoncé les couleurs concernant la reprise du partenariat avec le Nigeria, où il annonçait qu'il fallait vraiment renforcer ce partenariat pour l'intérêt de ses concitoyens. Tout porte à croire que s'il n'avait pas ses concitoyens du côté d'Abuja, l'Inde n'aurait pas cet intérêt vis-à-vis de notre voisin. Bien, comme on le dit, cette visite ou cette nouvelle dynamique impulsée par l'Inde s'inscrit dans une perspective de conquête de l'Afrique, des affrontements géostratégiques en Afrique. On l'observe bien au niveau de la Chine, des États-Unis, avec les sommets qui ne cessent de s'accroître, sommet Inde-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, Corée du Sud, Russie-Afrique, justement. Et donc, c'est dans cet ensemble de jeux que s'inscrit la perspective de Narendra Modi, qui consiste à renforcer les liens avec le Nigeria. Et cela a commencé à être préparé depuis, parce qu'on a constaté déjà en janvier dernier la visite du ministre des Affaires étrangères indien au Nigeria. En dehors de cela, le 5 novembre dernier, on a vu le chef de la sécurité nationale indien discuter avec son homologue du Nigeria. Et donc, la visite est préparée de la sorte pour que cela puisse se dérouler de la meilleure des manières possibles. Est-ce que l'Inde a vraiment besoin du Nigeria? Nous sommes dans un monde où aujourd'hui tout le monde a besoin de tout le monde. Et donc, on l'a dit, à un moment donné, le Nigeria, donné avec la fermeture des frontières, a endommagé un peu le partenariat avec l'Inde et les exportations chutent. Il faut dire que l'Inde est le premier acheteur du pétrole du Nigeria. Et vous savez que le Nigeria traverse des périodes difficiles en termes économiques ces derniers temps-ci, qui a des conséquences également sociales. Et donc, pour revoir la balance et équilibrer le jeu, il est important de revoir ces alliés-là, de discuter avec ces alliés, de diversifier les partenariats aussi bien dans les domaines économiques, stratégiques, énergétiques et même sécuritaires, parce qu'il faut dire que l'Inde entretient une relation particulière en termes de défense avec le Nigeria pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme dans la région. Alors, avec cette nouvelle visite stratégique, est-ce que cela n'ouvre pas déjà une autre guerre commerciale entre l'Inde et la Chine au niveau du Nigeria? C'est vrai que Morgan l'a évoqué tout à l'heure. Non, il n'y a pas que la Chine. Tout le monde veut conquérir le Nigeria. Je crois que Morgan a parlé de la France. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce marché, il est fabuleux et qui n'a pas envie de faire du business avec eux, plus le pétrole, bon, on change. Et c'est une porte sur le reste du marché de la C2AO. Hein, et au-delà de ça, on a parlé de la ZLCAF. Le Nigeria reste la première économie africaine, fondamentalement. Et donc, on ne peut pas ignorer cette réalité en matière de business. Et donc, on va se bousculer. Le Nigeria non plus n'ira pas aveuglément à un partenariat exclusif avec quelque puissance que ce soit. Le Nigeria va apprendre de l'Inde ou va mettre en pratique le fameux multi-alignement indien et toujours chercher à maximiser les gains. Maintenant, je ne connais pas l'importance de la communauté nigériane du côté de l'Inde. Aux États-Unis, elle est importante. En Afrique du Sud, elle est importante et parfois c'est sujet à des représailles. Mais chacun saura faire attention à l'autre pour ne pas gâcher le cours des choses. Il y a tellement d'intérêts mutuels. Et vous avez parlé de la lutte contre le terrorisme, il y a l'informatique où l'Inde a beaucoup à apporter et au Nigeria, pas qu'au Nigeria d'ailleurs. Et en matière d'adaptation technologique, ma foi, on a tout à apprendre de l'Inde. Et le Nigeria est un pays en voie d'industrialisation, sinon quasi industrialisé, et n'aurait pas tort peut-être d'aller davantage vers des solutions indiennes tropicalisées,
et progressive plutôt que vers le high-tech occidental qui ne répond pas forcément aux besoins de nos pays. Maintenant, est-ce que fondamentalement l'Inde souhaiterait l'arrivée du Nigeria dans le BRICS? Oui, enfin, on a entrouvert le guichet, il y a l'entrée dans le BRICS, il y a aussi la question du Conseil de sécurité. Peut-être que les deux vont se renvoyer l'ascenseur pour y siéger en même temps, parce qu'ils y prétendent avec la puissance qu'ils représentent. Alors, je reviens vers vous, Martial, avant de passer la parole à Morgane. Dans ce partenariat où l'Inde n'a pas caché son ambition, c'est d'asseoir vraiment son influence au niveau du Nigeria. Mais la question, je dis, c'est de savoir, est-ce que ce sera possible quand on sait qu'aujourd'hui, les Nigérians même sont très présents au niveau de leur marché et que ce qui se faisait ailleurs, aujourd'hui, forcément, ils sont en train de ramener ces technologies-là au niveau du Nigeria. Pour preuve, nous avons vu Dangote qui a déjà ouvert une raffinerie. Donc, voilà, entre autres, des questions que les uns et les autres se posent. C'est vrai que le Nigeria en lui-même constitue déjà un marché important de consommation qui n'est pas du tout négligeable et que si l'on se base essentiellement sur la théorie de l'isolationnisme, que le Nigeria doit consommer tout ce qu'elle produit, ce doit être un marché très important. Mais il faut dire que l'Inde également, c'est 1,4 milliard d'habitants. Donc, c'est un marché également important pour le Nigeria. Le Nigeria demeure et veut toujours pérenniser cette influence en Afrique. Et donc, le Nigeria ne saurait le faire sans avoir des accords de partenariat avec les différents États, notamment. Oui, mais est-ce que ce sera pas un genre trompe-l'œil, parce que l'Inde a cette facilité de percer le marché nigérien, mais est-ce que le Nigeria aura cette facilité de percer le marché indien? Je pense que c'est possible dans ce sens que nous nous retrouvons dans une situation où les pays africains ont cette volonté de diversifier le partenariat. Et puis, les grandes puissances même qui se retrouvent en Afrique sont dans une idée de compétition. Et donc, si de l'autre côté, l'Inde ne serait pas en mesure d'ouvrir le marché au Nigeria, le Nigeria aurait envie de voir d'un côté. Nous avons parlé tout à l'heure de la France qui se rapproche davantage du Nigeria. Et donc, quand nous considérons ces différents éléments, on est bien en droit de dire que l'Inde serait flexible à accepter ce que propose le Nigeria ou ce que le Nigeria peut exporter envers cet État, quelque chose qui est d'assez important. Alors aujourd'hui, nous savons que l'Inde cherche forcément à renverser la tendance, Morgane, mais à côté de ça, nous avons quand même la Chine qui est restée le premier fournisseur du Nigeria jusqu'en 2023. Est-ce que cette donne sera facilement changeable? Non, pas facilement, mais ça peut changer. La possibilité existe, d'où l'importance de la notion de plusieurs partenariats ou de diversification des partenaires. C'est la loi des affaires. Le marché va à celui qui offre le meilleur produit au meilleur coût. Et donc, je pense que la compétition est lancée. Pour ce qui est de la capacité de Nigeria à pouvoir saisir de façon constructive ces opportunités, c'est bel et bien le problème général de la plupart des pays africains. Mais quand il s'agit du Nigeria, je pense que le Nigeria a la ressource humaine pour prendre des initiatives de façon à vite s'approprier la technologie et commencer par même se distancer de la dépendance. Ça, c'est une qualité que l'on reconnaît au Nigeria. Mais là où il va falloir multiplier les capacités, c'est les négociateurs, c'est les diplomates, c'est le type de contrat qui va se négocier de façon globale. Les accords cadres de coopération qui vont se négocier entre l'Inde et le Nigeria, est-ce que ces accords cadres vont donner l'avantage aux entrepreneurs et aux businessmen nigériens, ou c'est des accords cadres qui vont limiter leur capacité à pouvoir conquérir le marché indien? Et quand vous regardez la dynamique entre l'Inde et le Nigeria,
qui a plus intérêt à se retrouver dans une coopération aujourd'hui, c'est d'abord, a priori, beaucoup plus le Nigeria à cause du marché que l'Inde offre. Mais quand on parle de capacité industrielle, on voit tout de suite que le Nigeria peut aller dans cette coopération-là déjà défavorisée parce que les capacités industrielles et de financement de l'Inde sont largement supérieures aux capacités industrielles et de conquête du marché économique indien. Là, nous allons du côté du vieux continent. Nous sommes en Allemagne. Premier entretien téléphonique entre le chancelier allemand et Poutine depuis 2 ans. Alors, nous le savons, depuis pratiquement le début de la guerre en Ukraine, le téléphone de Berlin n'a plus sonné vers Moscou, mais coup de tonnerre, le 15 novembre, il y a eu un entretien téléphonique. Oui, ben, il n'y a que les montagnes qui ne se parlent pas, qui ne se rapprochent pas. Et dans le contexte actuel marqué par l'avènement prochain de Joe Biden, le départ prochain de Joe Biden et l'arrivée de Donald Trump, les Européens ont intérêt à reconsidérer leur relation avec Moscou. Et donc Berlin, quelque part, essaie de retrouver ce qu'elle n'aurait jamais dû... Berlin qui se considère comme la locomotive de l'Union européenne. En tout cas, oui, tant que c'est pour l'économie, mais en matière militaire, ça ne lui va pas. Non, pas du tout. Donc, peut-être qu'il est temps, peut-être que Berlin a commencé à soigner sa droite ou à corriger le tir à tout le moins. Et nul ne sait comment Moscou va y répondre, mais j'imagine que Poutine boit ça comme du petit vin, parce que de presque un peu partout vont venir de telles petites attentions pour que le fil ne soit jamais rompu. Et au fond, les pires belligérants se parlent même en se tirant là-dessus. Je crois que Berlin n'a pas les moyens de soutenir une hostilité à tout va contre Moscou, d'être le porte-flambeau de l'Occident, là où la France même s'essouffle et là où les États-Unis cherchent à rester sur le côté. Et Berlin seul ne pourrait pas. Donc il est temps de changer de fusil d'épaule et de donner la place à la diplomatie. Et peut-être que là, l'Allemagne aurait quelque chose à apporter pour convaincre des partenaires d'Afrique centrale, d'Europe centrale, voulais-je dire, d'imaginer, de définir un autre voisinage avec Moscou. Alors, Morgan, le consultant géopolitique que vous êtes, on a vu le tollé que cet entretien téléphonique a créé du côté de Londres, où l'opposition n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur le chancelier allemand. Pourquoi cette réaction de l'opposition allemande? Et la deuxième question, Vladimir Poutine également a répondu à cet appel qui venait du côté de Berlin. Est-ce une façon de dire que c'est ça que Moscou a toujours attendu venant de l'Occident? Oui, il faut dire que Moscou, si on doit tenir compte de sa constance dans son comportement, attend depuis fort longtemps ce jour et se prépare à ce moment de négociation, puisque tout le monde sait que ce genre de situation finit toujours autour d'une table. Et donc il faut préparer ses arguments, il faut préparer les conditions dans lesquelles on ira autour de la table. Et pour ce qu'on peut observer sur le terrain du conflit, Moscou est en de très bonnes positions. Maintenant, pourquoi ce cri de mécontentement de l'opposition? Il faut dire que c'est assez compréhensible. Il y en a qui ont du mal encore à se rendre compte de la réalité du terrain, qui montre que cette question de guerre Russie-Ukraine est arrivée à terme. On est arrivé à la fin de cette situation. Et ce qui fait mal, c'est que les Européens, tout comme les États-Unis, ont investi énormément d'argent, alors que leur économie était carrément sur le lit d'hôpital, pour ne pas dire dans le coma. Ils ont investi énormément d'argent dans cette question de l'Ukraine, en perspective, naturellement, puisqu'il n'y a pas de dons, c'est des investissements, de retour sur investissement probablement liés à la reconstruction de l'Ukraine. Mais tel que les choses se présentent,
ça va être difficile pour les pays européens, quelle que soit leur contribution, de faire partie de cette reconstruction de l'Ukraine si jamais il y avait un deal dans l'état d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que la dernière fois, le Premier ministre hongrois a été clair qu'il ne faudrait pas que les pays européens ne soient pas au cœur des négociations. Oui. Et ça, c'est inquiétant pour les pays européens parce qu'ils sont en train de se retrouver dans une situation compliquée. D'abord, Donald Trump qui devient président des États-Unis et qui a déjà sa politique très claire vis-à-vis de l'Europe. Occupez-vous de vos problèmes. Et donc, encore cette possibilité qu'il mais lorsqu'il parle comme ça, c'est-à-dire que le monde n'aura plus droit, il n'y aura plus un gendarme du monde. Cette façon de parler du président américain. Non, le gendarme devient beaucoup plus concentré sur ses propres affaires. C'est-à-dire, il ne va pas s'évertuer à dépenser beaucoup d'énergie dans le contrôle ou le maintien de l'ordre sur la scène internationale. Et il le dit clairement parce qu'il estime qu'il y a déjà une nécessité de concentrer beaucoup plus l'énergie sur le maintien de l'ordre chez lui. Le gendarme a des problèmes chez lui. Et donc il dit à tout le monde, écoutez, je vais prendre congé. Et ce congé peut durer 4 ans. C'est ça le gros problème au niveau de la communauté internationale et des risques, surtout pour l'Europe. Donc ce qui se dessine est très clair. L'Europe risque de se retrouver le plus gros perdant dans cette histoire de résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine, n'ayant probablement pas droit à la part du gâteau en ce qui concerne la reconstruction et d'autres contrats qui pourraient découler de cette entente. Alors, Martial, d'après les informations rapportées par plusieurs médias, cet échange entre le chancelier allemand et Vladimir Poutine, le chancelier allemand, aurait demandé, je cite, à la Russie de faire preuve de volonté d'entamer des négociations avec l'Ukraine en vue d'une paix juste et durable. Est-ce à dire aujourd'hui que, comme certains pays de l'Union européenne l'ont dit au départ, tels que l'Espagne, la Norvège, désormais, vu comment les choses évoluent, la Russie se retrouve en position de force? Mais la Russie en position de force, il y a bien longtemps, aussi bien sur le plan militaire en Ukraine avec des avancées. Sur le plan militaire, mais le renfort vient du Nord quand même. Oui, le renfort vient du Nord, mais la Russie maintient toujours cette position. Donc ça veut dire qu'ils sont plus aussi forts que ça. Et en dehors Parce que si on appelle déjà le petit frère têtu à la rescousse, ça veut dire que quelque part, ça donne plus là. Non, est-ce qu'il faut dire qu'on appelle le petit frère têtu à la rescousse? Le petit frère est venu de lui-même alors. Il ne faut pas dire que le petit frère est venu de lui-même, mais c'est de bon ton qu'à un moment donné que le petit frère puisse se rallier au grand frère et mener le jeu ensemble. Ce n'est pas le signe que le grand frère est essoufflé et qu'il ne peut plus continuer la bataille. Ah ouais. Oui, c'est évidemment. Ah ouais. Donc, en dehors... Le petit frère a quand même reçu commande de munitions. Ah oui. Que le grand frère n'arrivait plus à produire. Et il y a eu l'échange de bons procédés avec des visites d'État. Ah oui. Je pense évidemment qu'il y a tous ces éléments-là, mais en gros, de façon générale, la Russie maintient sa position. Aussi bien sur le plan militaire et sur le plan diplomatique aussi, parce que l'isolement qu'on attendait de la Russie ne s'est pas observé comme cela, surtout avec cette affaire de mandat d'arrêt international pour réduire ses déplacements. On a vu qu'à plusieurs reprises, il a défié ce mandat. Il est allé où? Il est allé dans des pays qui, en Mongolie par exemple, en Mongolie par exemple, qui a ratifié. Nous n'avons pas souvenir qu'il se soit rendu par exemple au Bénin. Il est allé dans ces pays-là où peut-être qu'il n'a pas, encore. Lorsqu'il se rend en Mongolie, nous savons que la Mongolie c'est une république qui découle de l'ex-Union soviétique. Donc je ne vois pas le grand frère. Mais qui a signé le traité de la CPI? Oui, mais on parle de la Mongolie, on parle de la Russie. Attends, devant le président Poutine, le président mongol peut dire quelque chose? Moi, je pense plutôt qu'il a déjà fait la preuve de défier ce mandat d'arrêt. Et en dehors de ça, il s'est rendu... Et quels sont les espaces aériens qu'il a parcourus pour aller en Mongolie?
Mais chacun observe qu'il a renoncé à aller à Johannesburg. Par exemple, moi, je me demande, s'il a renoncé à aller à Johannesburg, je me demande est-ce que c'est cette affaire du mandat d'arrêt? Parce que bien avant cela, c'est quoi alors? Bien avant cela, l'Afrique du Sud, dans le cadre de l'organisation de cette conférence des prix, on l'a interrogé pour savoir si Poutine atterrissait sur le sol sud-africain, est-ce qu'il serait arrêté? Mais on a vu que la réponse n'est pas aussi claire et n'est pas aussi nette que possible. Et donc, je pense que aujourd'hui... Un adage dit que quand il pleut à Abidjan, hein, tout le monde cache sa tête. Hein, donc. En dehors de cet adage, ce que je vais dire, c'est que... c'est que militairement, le Poutine tient, et diplomatiquement aussi, il tient mieux que l'on aurait espéré. Et cet appel venant du chancelier allemand n'est que le début de sa reconnaissance, ce qu'il recherchait davantage. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce que Poutine attend le plus, c'est les Américains. C'est les Américains, parce que vous allez entendre souvent dans le discours, il a une manie d'ignorer l'Europe, comme si l'Europe ne faisait pas partie des personnes qui pourraient négocier dans le cadre de... Il voit plutôt les Américains toujours. Et donc, c'est quand même un début que le chancelier Olaf commence à mener ses pas. Diplomatiquement, c'est une victoire de Poutine, une victoire qu'il faut savourer. Et bien en dehors de cela... On sent en vous, Martial, un supporter du président Poutine, hein, cet après-midi. Pas du tout. Alors, je me retourne vers Joël. Joël, pourquoi ce petit sourire? Alors, pourquoi est-ce que cet appel crée un tollé pas possible du côté de l'opposition allemande? C'est vrai que j'ai posé la question à Morgan tout à l'heure, mais bon... Je crois que c'est l'aspect... Oui. Oui, vas-y. Non, bon, l'opposition est en partie dans son rôle, parce qu'il y a des deals qui vont s'accélérer, et puis quels engagements vont être pris, et au détriment finalement de qui. Donc chacun évalue désormais jusqu'au point trop aller pour ne pas finir en dindon de la farce, parce que ce qui se dessine là risque de laisser beaucoup de gens sur le carreau. Et les pays européens, je crois que c'est Morgan qui l'a dit tout à l'heure, ont beaucoup investi, se sont engagés, et le retour sur investissement risque de ne pas suivre. la guerre, oui, mais peut-être que c'est déjà une façon pour le chancelier allemand de faire un appel de pied, ou au cas où il y a reconstruction, il faudrait que l'Allemagne ait quand même une part belle. Et en tout cas, qu'on ait du discernement, à ne pas envoyer les missiles SAT et autres, là, on voit l'Allemagne avant de voir la France. Hein. Donc, par les temps qui courent, on peut ménager quand même le tsar russe. Et en ça, Martial a absolument raison de dire qu'il est en position de force, parce que il se laisse craindre et désirer à la fois. C'est pas mal comme situation. Après tout ce qu'il a commis, les erreurs, les bévues, se retrouver quand même courtisé de cette manière, oui, il boit du petit lait en ce moment, en attendant l'arrivée de Trump. Mais on observe... Il y a déjà eu un entretien téléphonique entre les deux. Non seulement, mais on observe que Biden vient d'autoriser, et l'Ukraine a utilisé ses munitions pour frapper directement la Russie, parce que Zelensky ne refuse plus la négociation et dit que malgré tout, avant d'y aller, il serait bon de se munir de quelques avantages, quelques réussites. Et mais il ne va pas faire l'économie d'une amputation de son territoire. C'est le propre de cette affaire-là. Donc symboliquement, il peut se donner quelques raisons de croire ou de faire croire à son opinion qu'il a tenu tête à la Russie, qu'il a été capable même de porter le danger chez la Russie, mais il n'irait pas plus loin que ça. Et au mieux, ce serait 2 mois à la Biden, donc Trump viendra siffler à la fin de la récréation pour qu'on passe à autre chose. Oui, mais en attendant que Trump vienne siffler la fin de la récréation, Morgan, lorsqu'on scrute un peu le comportement de Kiev, est-ce que vous avez l'impression que Kiev veut véritablement le retour de la paix?
Si oui, comment comprendre cette réaction après l'appel du côté de Kiev? On a dénoncé aussitôt cette tentative d'apaisement que l'Allemagne aurait déjà envers Moscou. Oui, déjà, il faut dire que le président Zelensky, il ne s'agit plus de ce qu'il souhaite. Il est contraint et je pense qu'il aura beaucoup de comptes à rendre au peuple ukrainien. Ils vont lui demander des comptes parce que pourquoi s'entêter dans une guerre qu'on finit par perdre? Ah non, c'est pas comme si eux-mêmes ils ne le supportaient pas. Non, C'est pas parce que... C'est pour vous dire que c'est pas parce qu'on te supporte qu'on va pas te demander de rendre des comptes. Il y a des promesses qui ont été faites. Le président Zelensky, en se lançant dans cette guerre, avait certainement l'assurance qu'il allait non seulement tenir, mais qu'il allait faire voir à la Russie de toutes les couleurs, simplement parce qu'il avait un soutien très costaud en griffe des États-Unis, de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais il s'est avéré à l'épreuve que ce soutien rencontrait déjà des problèmes qui avaient besoin aussi de soutien. Et donc, si vous avez besoin de soutien, c'est difficile de soutenir, surtout sur le long terme. Et c'est là le problème. Il y a plusieurs Ukrainiens qui sont partis, qui sont décédés. Il y a plusieurs business qui ont été détruits. Et l'Ukraine aujourd'hui se retrouve dans un état très terrible. Donc je pense que, qu'on le veuille ou non, à un moment donné de l'histoire de l'Ukraine, les Ukrainiens vont lui demander de rendre compte de sa gestion de cette période assez compliquée. Maintenant, pourquoi ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi critiquer le comportement de l'Allemagne? C'est compréhensible. Parce qu'on veut négocier, mais on veut garder la tête haute et faire en sorte que certains principes qu'on croit acquis ne nous échappent pas, c'est-à-dire l'intégrité territoriale. Oui, mais aujourd'hui, lorsqu'on fait la lecture, est-ce que ça pourrait éventuellement échapper à l'Ukraine? Oui, techniquement, ça a déjà échappé. Et c'est pour cela que l'Ukraine espérait quand même que les Européens, dans leur ensemble, vont soutenir l'Ukraine dans ce besoin d'avoir son intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, vous entendez le président Poutine dire, s'il doit y avoir négociation, on maintient les choses dans l'état. C'est-à-dire, on passe à un cessez-le-feu. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas aussi un peu trop gourmand, Poutine? Poutine, est-ce qu'il n'est pas un peu trop gourmand aussi? Pourquoi forcément vouloir reconstituer la mère patrie? Est-ce qu'il faut dire Parce qu'au départ, il était question qu'il ne voulait pas le temps aux portes de sa maison. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que la donne est en train de changer, que le tsar, comme l'appelle Joël, envisage reconstituer la mère patrie. Je ne sais pas Vous si... qui êtes, Je ne sais pas s'il faut... Allons-y. Je ne lis pas dans les intentions de Poutine pour savoir mais s'il vous êtes veut... un analyste. Mais s'il veut Vous reconstituer... êtes un analyste géopolitique. Je pense que Poutine Donc, livrez-nous votre lecture cet je pense que après-midi. Poutine est nostalgique de l'ex-URSS. Et en dehors de Oui, cela... c'est lui qui l'a dit, Mais hein, non, il ne faut pas tuer le génie de Martial. Martial continue. Permettez-moi de continuer. Ouais. Allez-y. En dehors de cette nostalgie, il se rend bien compte que le monde a évolué, le monde a changé, et donc les choses ne peuvent plus se passer comme cela se faisait entre-temps. Et donc, dans cette perspective, il envisage évidemment de maintenir les positions stratégiques occupées en termes de garantie pour sa sécurité. Quand bien même aujourd'hui, il lutterait pour que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN, il veut quand même maintenir certaines positions quand même avancées sur le sol ukrainien, et c'est ce qui impliquerait le fait qu'il exige que les conditions territoriales telles qu'elles se présentent maintenant soient maintenues dans le cadre des négociations, quelque chose qui est assez compréhensible de la part de la Russie. Oui, Morgane. Il y a une raison très simple pour laquelle le président Poutine ne peut pas concéder les territoires déjà acquis. Il a investi aussi. Il y a eu des Russes qui sont décédés et il y a beaucoup d'argent
qui ont été Oui, mais il a investi ces territoires, n'était pas à lui, Morgane. Non, mais il peut pas se permettre. Nous sommes d'accord cet après-midi que la chute du mur de Berlin a redistribué les cartes. Naturellement. À partir du moment où la Crimée, le Donbass n'était plus sous la coupole de la Russie, ben, il y a un fait. Lequel? La Russie et l'Ukraine, pour ne citer que les acteurs aux avant-postes, sont entrés en guerre. Et lorsqu'on va en guerre, c'est pour des objectifs précis. Une fois qu'on a investi beaucoup d'argent dans la guerre, parce que la guerre c'est l'argent et c'est l'armement. Et donc, l'Ukraine n'ayant ni l'argent ni l'armement, a dû se procurer l'argent et l'armement ailleurs. Et cet ailleurs était en mode investissement. Mais au niveau de l'investissement, tous les acteurs veulent se rassurer qu'il y a retour sur investissement. Et si aujourd'hui, Poutine relâche les territoires occupés, il aura des problèmes avec ses généraux. Il a perdu plusieurs généraux dans ce conflit. Il a changé plusieurs stratégies. Il y a des hommes d'affaires russes qui ont perdu beaucoup d'argent. Et donc, il y a des promesses. Donc, cette acquisition de ces territoires... Donc, à vous entendre, on a comme l'impression que Poutine même se retrouve otage de ce panier à crabes, si on peut dire ainsi. Pas otage, il est le panier à crabes. Et donc, il est otage de lui-même. Pourquoi vous refusez le mot otage? Oui, otage signifierait que si d'aventure, il ne venait pas à assumer ses initiatives de maintenir sa position, il va se retrouver dans une situation où il pourrait perdre son leadership et même disparaître. Mais qu'on le veuille ou non, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Poutine reste Poutine en Russie. C'est juste qu'il ne pourra pas être fier. Vous savez, il a toujours cette image de virilité et d'homme fort que Donald Trump en griffe apprécie. Un homme fort, on ne va pas chercher le renfort chez le petit frère. Alors, je me retourne vers vous, Joël. Du côté de Kremlin, Kremlin a qualifié cet échange de franc, mais a tenu à rappeler que l'initiative venait de Berlin. Pourquoi insister sur cela? Et est-ce que ça valait la peine? Tout le monde. Absolument. Dans les médias, nous avons tous vu que c'est le chancelier allemand qui l'a appelé. Alors, lui, en retour, pourquoi insister? La répétition n'est pas de trop à ce niveau-là. Le monsieur boit ça comme du petit lait, donc il ne se refuse aucun plaisir en la matière. Ça a trop attendu pour qu'il n'en jouisse pas de cette manière-là. Vous savez, il était... ce moment était attendu. Il a longtemps attendu, c'est ça? Il a si longtemps attendu que, bon, ben, il se donne le plaisir qu'il peut. Si Staline a attendu 4 ans et lui 2 ans, c'est beaucoup, hein? Staline, c'est encore autre chose. Maintenant, comment s'appelle-t-il, Poutine doit relever la face. Et non seulement il y a eu des investissements, il a une opinion publique, il a une réputation surtout à tenir. Et ça, il ne perd rien. C'est ça son dada, surtout sa réputation. C'est très important. Lui, son ego est très important dans cette affaire. Et si vous permettez, après l'Allemagne, il ne manque plus que la France. Puisqu'on parle de couple franco-allemand, certainement la France d'ici là. Ce cher Emmanuel a été devancé par Olaf. Je pense que la question lui a été déjà posée d'avoir son avis. Il se préoccupait de renouer avec Donald Trump, qu'il a traité comme on sait aussi. Bon, donc, qu'est-ce qui va advenir de ce cher Emmanuel dans cette affaire? Donc, Poutine attend que le voyage de Brett Vladilostok se fasse, ou bien que ce soit par un appel, mais ça aurait moins de panache. Il vaut mieux que Macron prenne son courage à deux mains, aille à Canossa, aille à Moscou. Juste après cet appel téléphonique, on a vu le président Zelensky qui, de son côté, a dit vouloir la fin de la guerre en 2025 par des moyens plutôt diplomatiques. Croyez-vous que c'est vrai, il n'a pas encore pris service, il n'est pas encore au niveau du bureau ovale? Serait-il passé par là? Je parle de Donald Trump.
Certainement. Est-ce qu'il est passé par là? Il faisait déjà l'annonce. Il disait qu'il allait, une fois élu, une fois au pouvoir, qu'il pourrait terminer cette guerre-là. En 24 heures, on ne sait pas comment est-ce qu'il va s'y prendre. Certainement, Zelensky a une idée de comment est-ce que Donald Trump pourrait se prendre, le connaissant. Et donc, cela l'amène à reprendre la main et à vouloir ces négociations. Et dit que Zelensky veut ces négociations aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui. Ça date d'il y a longtemps. Mais étant donné que les soutiens... Mais aujourd'hui, il a officiellement affiché vouloir la fin. Parce qu'avant, c'était mi-figue, mi-raisin. Il ne le disait pas à haute voix. Hein. Oui, ce qui est absolument intéressant parce qu'à un moment donné, il faut qu'il expose cette volonté d'obtenir la paix par voie diplomatique et entamer le processus dans ce sens. Et le processus dans ce sens, ça va consister en quoi? C'est de sortir quand même de ces négociations diplomatiques, de ces négociations de paix, en sauvant bien évidemment la face. Parce que, Monsieur Morgan le disait tout à l'heure, Zelensky devra rendre compte de cette guerre et il y a des milliers de soldats qui ont perdu la vie et vous savez que il a épuisé son mandat depuis déjà et il n'a pas pu organiser les élections. De l'autre côté, quand même, on a vu Poutine en pleine guerre mais qui a organisé les élections et les a remportées. Et donc, il y a cet ensemble, voilà, il y a cet ensemble d'éléments qui l'amènent aujourd'hui à se poser la question. Si aujourd'hui Volodymyr Zelensky se comporte de la sorte, qui l'a mis là? Moscou a cru que c'était un pantin qu'il pouvait manipuler. Mais aux grandes dames de tout le monde, il s'avérait être un enfant plus têtu que le géniteur. Moi, je pense aujourd'hui que si Zelensky expose cette idée de négociation, c'est parce qu'il est contraint par les situations. Et les situations sont que dans 2 mois, Donald Trump serait là et que le côté européen est essoufflé également par ce soutien apporté à l'Ukraine. Et puis, les soldats ukrainiens même s'ils ne le disent pas, ils ne l'affichent pas aussi clairement, sont épuisés de cette guerre. Pas seulement ukrainien, c'est de part et d'autre. Donc... Puisque nous parlons de Zelensky, je parle plutôt des soldats ukrainiens. Et donc, il y a cet ensemble d'éléments qui l'amènent à négocier. Mais comment sortir de ces négociations? Je pense que c'est la principale préoccupation de Zelensky en ce moment. Il sait déjà que c'est fini, que les négociations vont avoir lieu. Mais comment sortir de ces négociations avec le moindre choc possible? Et je pense que une fois qu'il a mis l'idée des négociations, il va entrer en contact avec les différents acteurs qui pourraient se retrouver impliqués dans ces négociations pour sortir la tête haute. Alors, dans vos perceptions, dans vos analyses et dans vos argumentaires, le consultant en géopolitique, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il n'est pas encore en fonction de Donald Trump, mais qu'il ne laisse pas le choix aux protagonistes pour aller vers la paix, y compris à la Russie? Oui, vous savez, c'est un peu amusant, mais je pense que rien que les élections de Donald Trump ont mis fin à ce conflit. Le conflit est terminé. Les gens attendent une manifestation officielle, mais le conflit est terminé. Il a suffi qu'il devance dans les résultats et que Zelensky ait commencé par prendre une certaine position. Ça va. Et que toute l'Europe, avec le président Macron, qui le félicite même avant, déclaration officielle, résultat officiel. Donc, le conflit est terminé. Et la Russie sait que le conflit est terminé. Zelensky est conscient que le conflit est terminé. Tous les membres de l'OTAN, c'est-à-dire l'Europe, est conscient. Ils sont tous conscients que le conflit est arrivé à terme. Maintenant, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui sera discuté autour de la table de négociation? Comment est-ce qu'on participe à la reconstruction de l'Ukraine? Qui gagne les gros marchés et qui ne gagne rien du tout? Et là... Et dans qui ne gagne rien du tout, vous avez... Vous regardez de quel côté? Oh, ben... Les Européens. Je pense que c'est évident, M. Attaï vient de le dire. À moins que la Russie leur demande de lui rembourser ces sous qu'ils ont gelés, voilà. dépensés pour financer l'Ukraine. Pour financer la guerre. Et mieux, les Européens vont commencer à repartir vers la Russie pour la fourniture du gaz, de l'énergie. Et les affaires vont reprendre de plus belle. D'ici je ne vais pas dire quelques mois,
Pour certains, ça va prendre quelques années, mais déjà, il y en a qui sont dans Donc le aujourd'hui, besoin. certains pourraient même dire tout ça, c'était pour ça. En tout cas, l'Allemagne a envie de passer l'hiver au chaud. Ça, c'est sûr. Quittons le vieux continent, hein, nous allons longer la Méditerranée. Nous sommes du côté d'Israël. 2025 sera l'année de la souveraineté Israël. En Judée-Samarie, dixit le ministre Bezalel Smotrich. Que cache cette déclaration? La rencontre entre les dirigeants arabes a fait sortir ce ministre d'extrême droite israélienne de sa cage. Vous avez tout dit. Il est dans sa lubie. Et donc la croyance, la volonté de croire est plus forte que la réalité et l'effort pour construire quelque chose. Et pour lui, la Cisjordanie ne devrait jamais abriter les Palestiniens. Donc il y a une partie des Israéliens, notamment à l'extrême droite, et qui continue de nourrir ce rêve-là de totalitarisme et d'anéantissement, pour ne pas dire ils n'aiment pas qu'on en parle, de génocide. Et de l'autre partie, on ne peut pas détester à ce point cette autre partie de soi-même. Et donc c'est une névrose qui n'a rien à voir en politique, mais dont Netanyahou s'accommode très bien jusqu'à ce que les électeurs israéliens lui signifient la fin de la récréation. On ne peut pas s'amuser à ce point avec le destin d'un pays, d'une région, voire du monde. Et donc la fin de la récréation aussi a besoin d'être sifflée d'une manière ou d'une autre à ce niveau. Mais en attendant, il faut considérer que des raisons politiques intérieures et de base politique amènent à cette fuite en avant, à cette provocation de plus qui ne peut que surdéterminer la résistance, la volonté des Palestiniens, de leurs alliés, d'en découdre jusqu'au sacrifice suprême. Qu'est-ce qu'ils ont encore à perdre? Alors, au cours de cette rencontre des dirigeants arabo-musulmans, ils ont eu à déclarer, je cite, « Pas de paix au Moyen-Orient sans le retrait israélien des territoires palestiniens occupés ». Est-ce que là, cela ne démontre pas un peu du double jeu qu'ils sont en train de faire? D'un côté, ils ne veulent pas rompre les relations avec Israël, mais de l'autre, ils disent que la paix ne peut pas se faire sans la libération des territoires palestiniens. C'est pour leurs opinions publiques. Je pense que... Israël ne l'entend pas comme ça. Hein. Je pense que depuis les accords d'Abraham et les séries de normalisation entre les pays arabes et Israël, les pays arabes se sont corrompus, si je veux le dire entre griffes, et donc se retrouvent dans une position... Il n'y a pas de corrompus, hein? D'impuissance, évidemment. L'espère en gouvernance ne me dira pas le contraire. Hein? Ça, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et donc, c'est un double jeu, évidemment, que jouent les pays arabes. Mais dans le fond, vous savez, comme nous le disons toujours sur ce plateau, après Gaza, plus rien ne sera comme plus avant. Et les pays arabes de cette région devaient être absolument impliqués dans la reconstruction de Gaza, des territoires palestiniens. Et donc, il est important pour eux de s'intéresser à la question. Il ne faut pas perdre de vue l'opinion publique également de ces pays arabes qui ont quand même manifesté très souvent leur rapprochement, leur sympathie par rapport à la cause palestinienne, quand bien même les dirigeants se sont retrouvés dans une position où ils ne pouvaient pas réagir véritablement. Et donc, je pense que fondamentalement, les pays arabes, dans le cadre de la résolution de ce conflit, devraient exiger d'une manière ou d'une autre le retrait des soldats israéliens des territoires palestiniens. Et c'est à partir de là même que le problème commence à être réglé, parce que tant qu'il y aura des soldats palestiniens, il y aura des colonies israéliennes sur les territoires palestiniens, la question ne va pas du tout se résoudre. Et cette intervention de Bezalel Smotrich ne rime rien d'autre que de la provocation et va entraîner du côté palestinien sursaut de volonté de pouvoir défendre coûte que coûte. Ces personnes-là, on les connaît, ils ne font pas dans la petite mesure, et donc ça va se faire ainsi de suite. Les pays arabes aujourd'hui devraient davantage
refléter la réalité de ce qu'il ressent au plus profond d'eux. Vous savez, ce lien existe toujours. Le lien arabe, c'est quelque chose qui existe entre ces pays-là, mais les contrats, mais les contrats juteux et tout ça ont quand même adouci cette révélation de la question identitaire au niveau de ces pays. Alors, pour sortir de ce sujet, parce qu'au niveau de la technique, on fait déjà des signes, Morgane, lorsqu'on essaye un peu de décrypter, d'analyser cette réponse de ce ministre d'extrême droite israélienne, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Parce que c'est fort quand même. Hein. Il fait ce pourquoi il a été nommé ministre. Il faut rappeler qu'il y a eu un démissionnaire qui est parti et lorsque vous écoutez cette déclaration, il dit l'ennemi d'Israël n'est pas le Hamas, n'est pas le Hezbollah, n'est pas l'Iran. L'ennemi d'Israël est à l'intérieur d'Israël. Et c'est cette branche d'extrême, d'extrémistes qui estiment qu'il faille éradiquer les Arabes. Et ça, c'est le vrai problème. Et je suis content d'entendre un Israélien aborder la question de cette façon, ce qui devrait changer la perception qu'on a d'Israël. Quand on parle d'Israël qui sont en train de tuer ces Arabes, il ne s'agit pas d'Israël et de l'ensemble de la population israélienne. À l'intérieur d'Israël, il y a des groupes politiques qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement dans le monde sous l'initiative d'Israël. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le début de résolution de ce conflit ou de cette dynamique de Netanyahou va commencer par un changement politique à l'intérieur d'Israël. Si aujourd'hui les partis politiques qui ne sont pas pour cette destruction totale et entière des Arabes prend le pouvoir, je pense qu'on serait en train de parler beaucoup plus de cessez-le-feu, de négociation, plutôt que d'extermination, vaille que vaille, d'un certain nombre de personnes, alors que chaque jour, il y en a qui sont tués, mais la dynamique ne change pas. Voilà, c'est avec cette intervention de Morgane Assogba-Metonji que nous mettons en terme à notre émission de ce lundi. Je remercie toute l'équipe de nous avoir suivis. Merci aux panélistes. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités.